Nous remercions bien sûr Je crois qu'il y a le micro qui va arriver. la mairie de Banyuls qui nous accueille. Le maire vous dira un mot. Donc, et bien sûr, nous sommes contents, l'association Walter Benjamin, de recevoir le lauréat, le premier lauréat de ce prix européen de l'essai, Bruno Takels, qui vient de loin, qui vient de Colombie, passé par Paris, et qui arrive à Banyuls, comme ça, pour nous, donc c'est très sympathique. Tout à l'heure, il nous parlera, il nous dira son projet de livre, sa formidable biographie de Walter Benjamin. Mais, donc, je laisse la mairie nous accueillir, et puis nous pourrons parler plus facilement tout à l'heure, et on présentera les partenaires. Voilà. Écoutez, moi je suis ravi de vous recevoir dans ce bel hôtel de ville. Ravi, honoré, avec beaucoup de plaisir de vous recevoir. L'association Benjamin, Walter Benjamin, qui s'est créée à Banyuls-sur-Mer, est une association importante. Elle nous rappelle à notre mémoire, à des combats philosophiques pour la liberté, pour les droits de l'homme, pour tout ce qui nous est cher maintenant. Et c'est grâce aussi à ces philosophes, à ces penseurs, que les sociétés ont pu évoluer et que ces sociétés ont pu avoir comme dévoués des repères pour pouvoir continuer à grandir autour des valeurs qu'ils ont défendues et qu'ils ont tellement bien écrites, tellement bien exprimées. Donc moi je vous remercie d'exister parce qu'il est toujours bon. On ne peut bâtir notre avenir que sur tient compte de notre passé, et des fois l'histoire nous apprend. J'ai dernièrement fait le discours pour la guerre de 14-18, et l'histoire ne nous avait pas encore appris à ce moment-là, puisque quelques temps après il y a eu une autre guerre, et notre guerre, et notre guerre. Donc on a besoin de ces personnes-là, on a besoin de ce travail philosophique et historique qui est fait, que vous faites, que vous menez, et donc je vous en remercie du fond du cœur. Banyuls a été, malheureusement, parce qu'on aurait préféré être une ville-étape d'un départ plutôt que d'une fin annoncée tragique. Banyuls a été témoin de ces événements, et donc Banyuls se devait de porter aussi ce devoir de mémoire. Banyuls est une ville traditionnellement qui s'est pas bâtie autour de la mémoire, bien entendu, mais qui a été, par sa positionnement géographique, une ville de rencontres, d'exode avec les républicains avant, et avec aussi toutes les personnes, les évadés de France, les Banyulins qui ont sont partis courageusement aussi faire la guerre et défendre nos valeurs. Voilà, donc Banyuls se trouve un petit peu à cette intersection. C'est bien normal que Banyuls continue à porter ce souvenir et cette trace. D'ailleurs, Roger Rouille, ici présent, avait à son époque initié ce devoir de mémoire par la création de ce sentier, de ce chemin, et que nous continuerons bien entendu à entretenir et à porter ensemble. Voilà. Donc c'est par ces quelques mots. Moi je m'excuse, je ne peux pas rester très longtemps parce qu'on a la communauté des communes, et donc on a un agenda qui est relativement chargé. Mais en tout cas, sachez que la ville de Banyuls-sur-Mer est avec vous, et ravie et honorée d'être témoin de la remise de ce prix. Voilà. Je vais laisser après me remplacer Olivier Capey qui s'est préparé, qui vous dira plein de choses agréables, et qui est un adjoint à la culture très efficace et qui me représente très bien. Voilà. En tout cas, merci d'avoir choisi Banyuls et pour faire cette remise. On l'a refait autour des artistes locaux, remarquez, hein, puisqu'on a la chance à Banyuls d'avoir plein d'artistes, et donc cette exposition nous rappelle aussi que Banyuls a aussi cette vocation artistique. On a choisi Banyuls parce que c'est une ville symbole pour nous, pour Benjamin. C'est la dernière ville française qu'il a traversée avant de traverser les Pyrénées et d'aller à Portbou. Donc imaginons qu'il était là, la mairie, et que le maire Vincent Azéma lui a montré, normalement on ne sait pas trop, mais il lui a montré le chemin à peu près avec Lisa Fitko qui était la passeuse. Donc il y a le fantôme de Benjamin ici. Bien sûr. Oui. On en reparlera. Bon. Quelques fantômes. Mais on en reparlera, mais preuve en est-il, puisque notre maire de l'époque, M. Azéma, a été aussi un défenseur des libertés, des droits, et il a été d'ailleurs représenté, récompensé par la Légion d'honneur à titre des actions qu'il avait fait pendant la guerre. Donc ça a été une personne aussi importante pour la ville, et ça ressemble bien à ce qu'est cette ville, une ville accueillante, une ville aussi d'entraide qui a connu beaucoup de choses. C'était un maire courageux qui était destitué par le régime de Vichy. Hein, quand même. Après, il a été
réélu à la Libération. Et oui, mais le mérité. Il méritait. Voilà. C'est l'histoire de la ville. Et puis les gens se succèdent et puis je pense que l'état d'esprit reste le même et on essaie tous de travailler dans cet état d'esprit des uns et des autres. Voilà. Banyuls la lumineuse. Banyuls la lumineuse. Et Banyuls des lumières, de la dans le sens des philosophies des lumières aussi, hein, avec tous ces intellectuels, ces exilés qui sont passés par là, et parce qu'il n'y a pas que Benjamin. Hein. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Moi, je vous laisse en de bonnes mains. Merci. Merci encore. Merci. Félicitations. À bientôt. Merci d'être venu et merci à l'association Walter Benjamin d'avoir choisi Banyuls pour créer cette remise de prix et pour cette première remise de prix à vous, monsieur Taquel, lauréat de cet essai philosophique. C'est vrai que la philosophie, quelque part, c'est l'essence un peu de la culture, parce que sans savoir, on ne peut pas connaître, et sans connaître, on ne peut pas apprendre et passer le flambeau. Et je pense que c'est surtout la transmission qui est importante. Donc dans la philosophie, il y a forcément cette transmission, et c'est à nous, les successeurs de Walter Benjamin, de transmettre ce savoir et sa philosophie, je dirais, sa philosophie de liberté. Parce que la liberté, c'est quand même l'essence de notre République, à un moment donné où tout le monde se battait, dans ces années noires, où j'espère, et je le souhaite de tout mon cœur, et j'espère que tout le monde le souhaite, on ne reconnaîtra plus, bien que l'histoire des fois nous rattrape, est en train de nous rattraper. Donc par moments j'ai des craintes, et j'ai ces craintes qu'on ne revoit plus ces années noires. Donc la philosophie, c'est quelque chose de très important à mon goût. Moi qui aime la littérature, c'est vrai que c'est pas vraiment mon monde. Je préfère la musique et la peinture, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Mais quand même, le savoir se transmet par l'écrit. Et l'écrit de toutes ces lettres peuvent nous aider. Et c'est pour ça qu'en tant que premier lauréat, la mairie est heureuse de vous remettre d'office la médaille de la ville. Donc à ce moment-là, monsieur le maire devait vous la remettre, mais comme il n'avait pas le temps. Donc on est heureux de vous remettre la médaille de la ville de Bagnols-sur-Mer. Et vous le représentez, très bien. Voilà. Futur maire peut-être. Voilà, monsieur Taquel, on vous remet la médaille de la ville officiellement. Voilà. Donc si vous voulez dire quelques mots, voilà. On va le laissera parler, il va attendre un peu parce que je voudrais présenter les partenaires. Bon, j'avais invité le conseil départemental qui nous subventionne beaucoup, je ne sais pas qui le représente, ce n'est peut-être pas Patrick Mélina, donc Michel Molly n'est pas venu. Non, bon, Michel Molly n'est pas venu, mais enfin bon. Après, Michel Molly est aussi à servir. Entre le congrès des maires et la communauté de communes. Bon, alors, il y en a beaucoup qui sont restés à Paris quand même, pour continuer la fête. Bon, le Centre méditerranéen de littérature doit venir. André Bonnet, non, puisqu'il est à Venise, il prépare un roman, mais la vice-présidente va venir. Bon, on lui laissera la parole. Donc, je voudrais donner la parole à l'adjointe à la culture de Collioure, rapidement. Chacun peut dire un mot et comme ça... Donner la parole. Bon, je suis honorée d'être parmi vous là ce soir. Walter Benjamin, c'est un nom qui résonne. Vous en avez très bien parlé, c'est l'essence de la philosophie. C'est aussi une œuvre pas facile, pas accessible, il faut le savoir. Moi personnellement, je ne suis pas spécialiste de Benjamin, mais Benjamin m'attire. Voilà, m'attire. Je le connais surtout à travers Hannah Arendt. Voilà. Donc je suis très Hannah Arendt au niveau philosophie. Voilà, donc je dis bravo à Banyuls, bravo à l'association, bravo à vous monsieur aussi, et puis bonne soirée à tous. Un petit oubli, donc la ville de Banyuls s'enorgueillit depuis 3 ans par la création de plusieurs personnes sur la commune, d'avoir créé le salon, la rencontre des écrivains banyuls qui se situe chaque année fin avril. Donc cette année, c'est le 29 avril, le dimanche 29 avril. Et donc à ce titre-là, la mairie de Banyuls vous invite, si vous pouvez et si vous le désirez, à faire partie des écrivains qui seront mis à l'honneur ce jour-là. Si vous pouvez être là, si votre emploi du temps le permet, nous serons heureux de vous accueillir le jour de la rencontre des écrivains banyulais. Qui cette année, comme chaque année a un fil rouge, cette année le fil rouge est la partie, on va dire le scientifique, étant donné que nous avons l'ouverture du nouvel aquarium
scientifique de Bagnols-sur-Mer, donc c'était normal de mettre cette année la partie scientifique à l'honneur. Voilà, c'était l'oubli que j'avais fait. Bon, je vous laisse la parole. Bien sûr, je remercie Karl qui chaque fois enregistre nos conférences. Je remercie aussi les deux artistes qui ont fait des tableaux sur Benjamin. Donc dans la salle à côté, vous verrez le triptyque de Carlo Maiolini. Et dans la vitrine, on a un tableau, enfin des photos d'Hélène Peitavi qui a pris la frontière en haut sur les crêtes. Elle a fait tout un ensemble de photos qui est un panorama de la frontière. Voilà. Donc je voudrais signaler la présence de Patrick Viré, cinéaste, qui demain présentera un film à Cerbère. Donc vous êtes invité à Cerbère l'après-midi pour voir ce film où participe Bruno Taquels. Voilà. Je voudrais aussi... Et qui est un film nourri par Walter Benjamin. Ouais. Jean-Louis Bailleret, je voudrais, si vous voulez venir, donc vice-président du Conseil général de la Nièvre, chargé de la culture, qui prépare un livre très important sur Vernuche, sur le camp de Vernuche, où Benjamin a passé 3 mois très pénibles. Donc si vous voulez présenter rapidement, et je vous remercie de votre présence. Oui, je n'ai pas fait spécialement les 700 km pour venir. Il ne faut pas le dire. Mais oui, c'est pour nous. J'ai une résidence à Collioure, donc le déplacement était facile, mais c'est vrai que j'ai adhéré à l'association dès que j'ai connu sa existence, parce que Nevers, la Nièvre, est un département qui est à 200 km au sud de Paris, a été le début de la fin. Walter Benjamin. C'est là que les ennuis commencent vraiment. Ils commencent en septembre 1939 lors de la déclaration de guerre, quand les autorités françaises s'aperçoivent qu'il y a sur le territoire français des Allemands, évidemment, des personnes de nationalité allemande qui peuvent constituer ce qu'on appelle la 5e colonne, et qu'il est très important de pouvoir les compter et vérifier qui ils sont. Donc ils vont employer les méthodes habituelles, les faire venir à un stade, malheureusement celui de Colombes, qui servira après pendant l'occupation. Ils sont plusieurs milliers à Paris, et puis après, eh bien, les envoyer dans des centres de tri pour évidemment vérifier les identités. Et Nevers, à 200 km au sud de Paris, avec une ligne de chemin de fer, va être une ville qui va pouvoir les accueillir, parce qu'il y a autour de la ville quelques châteaux abandonnés où ils peuvent être mis. Et début septembre, la mi-septembre 1939, Benjamin arrive avec 200 autres personnes à la gare de Nevers, et ils vont être parqués dans ce vieux château abandonné dans lequel il n'y a strictement rien. Ils vont être mis à cet endroit-là, se débrouillant pour vivre dans des conditions un peu difficiles, et gardés par l'armée qui est juste à côté. Il n'est pas tout seul, ils sont 200, il y a des gens, des inconnus, mais il y a aussi des intellectuels qui sont avec lui, des écrivains, et il y a même Fitko, Hans Fitko, qui est le mari de Lisa, qui va être la passeuse d'ici, et qui d'ailleurs viendra rendre visite, alors que c'est interdit, viendra rendre visite. Elle le raconte à son mari, elle verra Benjamin. Alors on a de ce séjour dans ce camp de Varennes-les-Nevers, qui est la banlieue de Nevers, les lettres évidemment, parce qu'ils ont le droit d'écrire en français, donc Benjamin écrit en français à tous ses correspondants, Hannah Arendt, Gilles Freud, enfin tous les correspondants classiques reçoivent des lettres. Heureusement, on a les lettres qui nous racontent les conditions de vie dans ce camp. Et puis il y a quelque chose d'émouvant, c'est que le château, ce vieux château abandonné, existe toujours. Il a été un peu découpé dans tous les sens, et c'est un habitat assez précaire, mais j'ai pu y rentrer, j'ai pu y emmener Bruno Taquels, parce que nous avons, à mon initiative, inauguré à Nevers une esplanade de Walter Benjamin, et j'avais pu rentrer grâce à une vieille dame qui l'habitait, et nous sommes allés dans un lieu émouvant, qui est pourtant un lieu totalement, je veux dire, médiocre. C'est un dessous d'escalier, parce que pendant cette période, ils sont à 200 dans le château. Benjamin, qui est un intellectuel, qui est ballotté par les événements, qui est complètement perdu avec tout ce qui se passe, eh bien, celui qui l'a aidé, Max Aron, le jeune qui l'a aidé depuis Colombes, et qui portait sa valise dans laquelle il avait mis des livres, évidemment, lui a trouvé, pour le mettre à l'abri de cette promiscuité, un dessous d'escalier. Et avec Bruno, nous sommes allés, quand il est venu pour la conférence et l'inauguration, sous le dessous d'escalier, et nous nous disions, en rêvant, il a un des grands intellectuels mondiaux, qui aujourd'hui est connu partout, a passé 3 mois dans un espace grand comme ça, sous cet escalier. Voilà. Donc,
Nevers est effectivement le début de la fin, puisqu'il va être libéré dans les premiers à la mi-novembre, parce qu'évidemment on s'aperçoit que lui, il est facile de s'apercevoir qu'il n'est pas de la 5e colonne, c'est un antifasciste notoire, et donc ils vont le libérer le premier, les autres ne vont pas être libérés aussi vite, et après il reprendra sa vie, malheureusement sans partir, en restant là où il était et en finissant ici. Voilà, donc je suis heureux d'être avec vous ce soir, parce que c'est vrai que la fin est ici, le début de la fin est à Nevers. Voilà. Qui viendra faire une conférence quand il aura publié son livre, Voilà. L'année prochaine. C'est promis. On l'attend à Bagnols. Voilà. J'en profite pour remercier l'Indépendant et Yves Andrieux qui nous écrit d'excellents articles. Merci encore. Madame Martos, adjointe à la culture de Port-Vendre, je ne la connais pas. Ah, venez si vous voulez. Vous m'avez téléphoné, mais je ne vous connais pas. Alors, je vous remercie d'être venu. Si vous voulez dire un mot sur Port-Vendre ou les projets de Port-Vendre. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que je m'intéresse à cette histoire-là, hein, et qu'à Port-Vendre, il a été passé une pièce de théâtre qui est relatée, oui, c'est Monsieur le Riche qui s'en occupe d'ailleurs, voilà. Donc je suis venue... Donc la région commence à être sensibilisée à ce personnage, à cette histoire. Qui est quand même voilà, avec une triste. C'est le but de l'association. Depuis 3 ans, nous essayons de diffuser la pensée, l'œuvre de Benjamin par des conférences, des lectures, des randonnées sur le chemin, des spectacles. Nous avons accueilli Denis Lavant grâce à Pedro et Madeleine Klaus, qui n'est pas arrivée encore. Elle est en route, bon. Et cette pièce de théâtre, elle a été jouée à Port-Vendre. Oui. Là, elle est terminée, oui. Mais en fait, si vous voulez de plus en plus renseignements, il faut vous adresser à Jean-Marie Le Riche. C'est lui qui est adjoint à la culture et à l'animation et qui s'en occupe. On va le jouer ici, alors. C'est bien. Eh bien, écoutez, oui, bien sûr. Il n'a pas pu venir, c'est pour ça que je viens à sa place. Vous avez nos coordonnées? Oui, j'ai coordonnées, oui, je vous avais contacté d'ailleurs. Oui, voilà. Envoyez-moi ce adresse. D'accord. Bon, Roger Rouille veut nous dévoiler le vrai chemin. Oui. Oui, tu veux dire un mot? J'ai une proposition à lui faire, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Demain, je peux me libérer 2 heures. Ah, formidable. Non, le dimanche, pardon. C'est faisable? On s'organisera après. Voilà, j'ai mon numéro. Et on verra les vrais endroits. Pas jusqu'à Port-Vaux, quand même. Oui. Bon, tu veux parler là ou parce qu'on parle là ou on va dans la salle? Bon, là, c'est pas bien. On parle là? Bon. Je ne vais pas monopoliser la parole. Non, mais dire le projet de cet essai biographique. Non, déjà vous dire mon plaisir d'être ici. Vraiment la grande émotion, même l'honneur, bien sûr, d'avoir un prix. Un nouveau prix, en plus, c'est une belle histoire parce que ce prix n'existe pas encore. Alors c'est toujours évidemment étrange d'être le premier lauréat. Ça ressemble un peu à Benjamin, qui était un défricheur, qui était vraiment quelqu'un qui allait sur des chemins, jusqu'ici même, pas très fréquentés. Et vous dire que ce que j'entends là me fait vraiment plaisir par rapport à mon pays, qu'en effet je n'habite plus, je suis un peu plus loin au sud, mais néanmoins ça me fait énormément plaisir par rapport à mon pays, parce que ce fameux devoir de mémoire, il est très important de le cultiver, c'est pas juste un slogan, c'est une chose très compliquée. Et l'histoire de Benjamin, pour l'avoir donc arpentée à mon tour, pendant plus de 20 ans, elle est réellement un symptôme du fait qu'on a beaucoup de mal avec notre propre mémoire. Et que la question de Nevers est une question très délicate, et qu'avant les initiatives que vous avez prises, il est bien évident qu'on ne parlait pas des camps de travailleurs d'Allemands en France. C'est une évidence. De la même façon qu'on ne parle pas vraiment de ce qui s'est passé dans cette région de passage, de double passage, le passage pour quitter la France, mais le passage aussi pour quitter l'Espagne. Donc il me semble que nous sommes vraiment... vous êtes et nous sommes... les tenants, les porteurs de ce trésor incroyable qu'est la mémoire collective et la transmission. Et ça a été finalement le moteur de ce travail. J'étais jeune étudiant en philosophie à Strasbourg, sous la direction de Philippe Lacoulabart, à qui j'envoie un salut là où il est, et Jean-Luc Nancy, qui lui est toujours là, et qui sont vraiment des philosophes eux aussi arpenteurs, qui nous ont mis devant les questions de l'histoire, la plus grande évidemment du XXe siècle étant comment le plus grand philosophe du XXe siècle, Martin Heidegger, est devenu nazi. Et plus qu'être devenu nazi, est devenu le recteur de l'université de Fribourg. Ensuite,
évidemment, le contrepoint, ça a été de dire, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant que tous ces gens-là prenaient le pouvoir? Et c'est là que la Coulabart, c'est lui qui m'a mis sur les pas de Benjamin, a commencé à travailler sur Benjamin, à l'époque fort peu connu, même dans les milieux universitaires informés, fort peu connu. Les traductions n'étaient pas au point, l'édition complète d'ailleurs qu'on attend toujours n'existait pas, il fallait lire ou en italien ou bien sûr en allemand. Et je dois dire que ça a été un choc cette rencontre avec Benjamin. Peut-être aussi parce que moi je viens d'ailleurs, je ne suis pas français à l'origine. Et je dois dire que ce chemin avec Benjamin a vraiment été constitutif de ma vie. Ce n'est pas simplement un travail d'universitaire, même si je le suis, c'est un travail de vie. Et ce livre est compliqué parce que j'ai écrit la biographie de Walter Benjamin, alors que Benjamin est sans doute le premier intellectuel du XXe siècle à avoir interdit le geste biographique, à avoir dit la biographie c'est une paresse, ça ne sert à rien, ça n'aide pas à penser, ça n'aide pas à comprendre l'œuvre des intellectuels, des artistes, des musiciens, ça ne sert à rien, c'est même une paresse intellectuelle, il ne faut pas le faire. Et quand Laura Adler, car c'est elle, je tiens ici à lui rendre hommage, m'a proposé chez Actes Sud de publier la biographie de Benjamin, la première chose que je lui ai dit c'est je ne peux pas le faire, c'est une trahison. Et elle m'a répondu oui, je sais, il y a un paradoxe, mais tu vas le résoudre, tu vas trouver la solution. Ça a mis 4 ans d'écriture. Je dois d'ailleurs aussi rendre hommage ici à des amis, Aude et Daniel d'Artevel, qui m'ont accueilli dans leur propriété du Gard, c'est pas très loin d'ici, au milieu d'Ors Olivier, et ça m'a, je crois, pour beaucoup donné la force de fréquenter Benjamin, qui n'est pas un auteur simple, ça a été dit, qui est même un auteur ingrat, et je dirais même plus, qui est un auteur pesant. Voilà, il y a un poids. Benjamin a tellement vu la catastrophe venir, tellement vu, ça s'appelle la prévision, c'est un voyant, il a tellement vu que ça transpire dans toutes les lignes. Alors en un mot, comment j'ai résolu ce paradoxe d'écrire la biographie de quelqu'un qui a condamné la biographie? Il prenait l'exemple de Kafka, qui est formidable. Kafka, un grand ami, Max Brod. Et il lui dit, quand je serai mort, je te demande de brûler tous mes manuscrits. Que fait Max Brod à la mort de Kafka? Il publie tous les manuscrits de Kafka. Qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est plutôt pas mal qu'il ait sauvé un certain nombre de choses qui sinon auraient fini en cendres. Bon. Et l'argument de Brod, c'est là que ça devient intéressant, est idiot. C'est-à-dire que Max Brod dit « Je savais très bien qu'il ne désire pas la vérité, il me disait une chose pour que je pense le contraire. Parce que j'étais son ami. » Ça ne tient pas, on est d'accord. Et Benjamin, comme ça, a multiplié la critique du biographisme. Et la seule solution que j'ai trouvée, qui n'est pas une solution, qui est la voie qui m'a été donnée, c'est qu'au fond, Benjamin, certes, ne parlait pas de sa vie, ne parlait pas de la vie des autres, mais il n'y a pas une ligne de Walter Benjamin qui ne soit pas l'enveloppe de sa vie. C'est-à-dire que tout ce qu'il a écrit, il l'a écrit parce qu'il le vivait. Je vous donne juste un exemple par rapport à Banyuls et à cette région. Il a passé 12 ans à écrire un projet totalement utopique, infaisable, interminable, incroyable, d'écrire la ville de Paris en 1200. Il a travaillé donc 12 ans et il y a 1200 pages. Bien sûr pas terminé, c'est le dernier grand projet de Benjamin à Paris. C'est la raison pour laquelle il quitte Paris très tard, parce qu'il veut rester à Paris pour faire ce travail. Le livre s'appelle le livre des passages. Lui qui n'a pas réussi à passer la frontière. C'est saisissant, hein, comme télescopage. Ce qui me paraît important aussi à dire, c'est que Walter Benjamin, de son vivant, était reconnu, mais pas connu. Enfin, c'était pas une figure flamboyante comme Heidegger, c'était pas un homme de l'institution. Il a échoué à tous les étages. Il a échoué à rentrer à l'université, il a échoué dans sa vie personnelle beaucoup, enfin, il a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de revers, beaucoup de grandes claques, comme on dit. Et finalement, sa vie n'est qu'une succession d'échecs, mais des échecs qu'il a incroyablement transmués en une chose qui est la plus précieuse, que vous avez très bien dit, qui est qu'au fond, il nous a légué un trésor. C'est-à-dire qu'au fond, Benjamin, il est encore à découvrir. C'est pas au passé. Et travaillant en Amérique du Sud, je peux vous dire que ces pays qui ont été terriblement traversés par la violence reçoivent l'œuvre de Benjamin d'une façon incroyable. Pourquoi? Parce que Benjamin réellement est monté, comme il le dit lui-même, au sommet du mât pour voir la tempête. Il sait qu'il y a la tempête, mais il voit. Et c'est déjà beaucoup. Et effectivement, quand on a l'écriture, la langue, la parole, non pas qu'on se sauve, pas au sens, mais en tout cas, on vit mieux et on supporte et on peut effectivement, on garde l'espoir. On garde l'espoir que derrière la tempête, il y aura la calmie. Et effectivement, les temps sont pas sombres, mais on pourrait dire ça s'assombrit, hein, c'est une formule de Brecht, les sombres temps. Et néanmoins, c'est vrai que la pensée de Benjamin et aussi sa vie nous donne réellement des pistes, nous donne réellement des leviers.
Mais ce ne sont pas des leviers commodes, ce ne sont pas les leviers de l'humanisme ambiant, ce ne sont pas des leviers qui nous permettent de vivre tranquillement. Il y a quelque chose d'incommode dans sa pensée, il y a une exigence. Et voilà, c'est ce à quoi mon livre a essayé de... j'ai essayé d'être à la hauteur de cette exigence, donc de raconter sa vie, mais à travers les textes. Et donc j'ai fait une chose très simple, j'ai repris les textes les uns après les autres, du premier au dernier. Donc c'est une biographie, ça va bien de la naissance à la mort, mais ce sont des textes que j'ai ouverts comme des enveloppes dans lesquelles ils nous auraient donné comme voilà, des signaux, des lumières dans la nuit. Important aussi de dire, je n'y avais pas pensé, c'est en vous entendant que j'ai fait le lien. Benjamin a un lien avec cette région, du moins avec cette zone de l'Europe, par Ibiza. Ibiza où il a travaillé deux étés. Ça peut paraître assez incroyable quand on sait ce qui est devenu Ibiza aujourd'hui. À l'époque, c'est très intéressant, Ibiza. C'est une île totalement archaïque. Il n'y a aucun développement, la modernité n'a pas du tout fait son chemin. Et on y retrouve deux types d'étrangers. On y retrouve les nazis, c'est pas la 5e colonne, mais qui préparent l'accès au pouvoir d'Hitler. Il y en a plein. D'ailleurs, Benjamin, dans cette incroyable cécité des gens qui voient très bien, n'avait pas vu que le garçon, c'était un grand bourgeois quand même, et le garçon qu'il avait engagé pour écrire des lettres personnelles, des lettres souvent sous pseudonyme, allait devenir un grand nazi. Et à Ibiza, il y a également à l'époque ce qu'on pourrait appeler la première génération des hippies, la première génération des gens qui cherchent un autre rapport au monde, pas un retour à la nature. Benjamin ne fait partie d'aucune de ces deux catégories, mais il se retrouve à Ibiza parce que c'est un lieu de vie, c'est un lieu où il peut vivre. Et Benjamin a vécu mal, c'est vrai, a vécu beaucoup de revers, mais néanmoins, il a toujours su se ménager des lieux, des refuges, et Ibiza en fait partie, et il a écrit de très belles pages, évidemment, sur Ibiza. Voilà, j'ai pas envie d'être tellement plus long, simplement vous dire qu'il y a aussi beaucoup de mythologie sur Benjamin. C'est vrai qu'il est difficile d'accès, c'est vrai qu'on peut se perdre, et on peut fermer le livre, c'est dommage. Ma biographie sert aussi à ça, c'est pour ça qu'il y a les annexes. J'ai écrit 10 textes où je me suis dit, voilà, il y a les 10 textes les plus importants de Benjamin, il faut que j'arrive à en dire quelque chose, à les résumer, mais à les transmettre en 10 pages. Et puis c'est vrai, je lui ai aussi écrit 2 lettres, une au début, une à la fin, pour lui donner des nouvelles d'ici. Je ne sais pas s'il les a reçues, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ces 2 lettres, ce que j'essaie vraiment de dire, c'est qu'il faut le lire, il faut développer sa pensée, la critiquer aussi. Tout de Benjamin ne sert pas. Je crois qu'il y a des choses qu'on peut laisser de côté, dire c'est daté, ça correspond à une époque. Des choses aussi dont on peut dire, il les a pensées sans même savoir ce qu'il pensait. Je travaille actuellement à Bogota avec des étudiants architectes, des étudiants musiciens, des plasticiens, qui peuvent enfin sortir de chez eux. Un pays en guerre, c'est un pays où on ne peut pas sortir dans la rue. Et avec qui je travaille sur le concept de Benjamin de flânerie. Benjamin a développé l'idée qu'on pouvait travailler dans une bibliothèque, mais que l'on pouvait aussi apprendre des villes, apprendre de tout ce qu'il y a sur les murs. Et nous l'avons fait l'expérience magnifique, je tiens à remercier ici Jean-Louis, dans le château de Vernuche, ou dans le château même de Vernuche, donc qui restait intact, dans son jus, dans un état de délabrement terrifiant. Mais moi je renversais en disant, heureusement que ce château n'a pas été vendu, réhabilité, parce qu'on aurait supprimé bien sûr toutes les traces de l'époque. Il y a toujours, au moment où nous parlons, le calendrier que les prisonniers écrivaient jour après jour sur les murs de ce château. Donc je crois que ça, et c'est très benjaminien ça, cette idée qu'il y a partout des signes. La grande culture, la culture traditionnelle, la culture dominante est importante, mais il faut penser, disait-il, avec la contre-culture, avec la culture des dominés, cette culture qui n'a pas de langue, qui n'a pas de parole, qui n'a pas de transmission. Par exemple, il s'intéressait au monde des marins. Quand il venait à Ibiza, il partait d'Hambourg et il faisait une traversée de 3 semaines. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il était sur le bateau? Eh bien, il écoutait les marins et il écoutait leurs histoires. Et peut-être, je termine sur ce mot, Benjamin est vraiment un narrateur, un conteur. C'est un homme qui savait raconter des histoires, et il savait raconter des histoires parce qu'il savait écouter ceux qui lui transmettaient ces histoires. Voilà, je voudrais vraiment remercier Monsieur le maire, son représentant pour leur accueil, bien sûr tous les membres de l'association Walter Benjamin qui fait un travail formidable. Je reçois des mails, hein, aujourd'hui on n'est pas tout à fait isolé, même si on vit à 2400 mètres dans la cordillère, et je trouve vraiment que c'est important que vivent dans les régions des vrais projets culturels de haut niveau, que Paris c'est bien, mais c'est Paris, qu'il y a tout le territoire et qu'il faut vraiment apprendre à aimer notre territoire dans sa globalité. Je vous remercie de votre présence. Merci. Je vais avoir une dédicace de Bruno Tlaquels, ses livres sont là-bas.
Est-ce qu'il y a un témoignage, Il y a une juste question? Jean-Pierre. Oui. On parlait d'histoire et de transmission. Là, ici, Voilà. présent, il y a Monsieur Deo, et je sais que c'est un des rares veut qui parler. a... D'accord. S'il veut s'approcher, ça sera avec plaisir. Venez. Voilà. C'est Monsieur Deo, il a connu Benjamin. J'ai connu Benjamin par l'intellectuel, le fille. Connaissez-vous Carroch? C'est sous Carroch que je l'ai rencontré. On s'est croisés tout simplement. Moi, je rentrais sur Banyuls, c'était 7 h du matin, un jour de fin septembre, pendant les vendanges de Banyuls. On s'est croisés. D'un peu plus, je tombe dessus tellement je courais. Je suis tombé sur un couple, un monsieur et une dame. La dame, je la connaissais depuis un an à Banyuls. Et je l'avais rencontrée et vue dans certains endroits de Banyuls. Et je supposais, je me m'étais imaginé que cette femme faisait la passeuse. Alors là-bas, quand elle m'a rencontré, elle est restée de marbre. Elle ne se figurait jamais me trouver là-haut. C'est normal. Le monsieur s'est mis à 1 mètre loin, avec un sac à dos carré, sa veste dessus. Il n'a pas pipé mot. La dame, elle est revenue le second d'après en me disant, bon, ce chemin, ça mène où? Je lui ai indiqué. Je lui ai dit, devant vous, il y a 4 dames qui rentrent sur l'ensemble. Alors, vous trouverez toujours des petits cailloux qui ont bougé, des toiles d'araignée qui goûtent, parce que dans le temps, il y en avait, actuellement, il n'y a plus rien. L'hélicoptère a tout tué il y a 10 ans. Bon, ils sont partis. C'était qui ce monsieur? Je n'en sais rien. C'était en 40. J'ai su qui c'était ce monsieur en 15, avec un livre de ce monsieur et le livre de Lisa Fitko. Lisa Fitko, c'est la passeuse qui est passée, ou supposée, ou tentée, parce qu'il y a un brouillard là-dedans énorme. Excusez-moi. On vous agresse. Non, pas du tout. Vous avez une araignée. Vous avez une araignée dessus. Ça, c'est pas belle. Vous sont pas toutes mortes. l'avez vu, hein? Il a fait le chemin cet après-midi. Vous avez une araignée. C'est pour ça que... Une araignée? Oui. Oh, il y en a tellement d'araignées. Bon, c'est-à-dire, je lui ai indiqué, on s'est quitté. Eux sur l'Espagne, moi sur Banyuls. La journée est longue, à Cézanne, on a pas mal de choses à penser et à faire, surtout qu'à ce moment-là, c'était la vache maigre, on devait penser à subsister et non le reste. Il n'y avait rien à manger, c'était en 40. Bon, le soir, mon père m'a expédié quelque part, me rendre compte de... Je suis allé. Et qui je rencontre de nouveau? Madame Lisa Fitko, à 7 h du soir. Une question que je me suis toujours posée, qu'est-ce qu'elle a fait pendant un tour de réveil à Portbou? Dans son livre, elle a écrit qu'elle n'était pas rentrée à Portbou. Un peu plus loin, qu'elle était rentrée à Portbou. Finalement, je viens de lire un livre, il y a 4 jours, qui donne ce que j'ai pensé toujours. Elle a été retenue par la Guardia civile jusqu'à ce qu'on ne donne pas l'heure. Mais cette dame, elle faisait comme moi, elle était allée pour courir. Elle n'a pas passé 6 heures pour venir. Avec 2 heures, elle est revenue. Qu'est-ce qu'elle a fait? À Portbou, pendant 10 heures. Et comment la Guardia civile l'a laissé partir? Ça, personne n'en a parlé. Je viens de lire dans un livre un certain Brongier. Ah oui, on l'a reçu à Perpignan il y a 15 jours. Oui, mais c'est Que s'est-il passé? pas un spécialiste. Personne n'en a parlé. Elle-même ne donne aucun détail. Mais la question est une chose. Je suis persuadé, où j'ai rencontré ces gens-là, ces 2 hommes, ce couple. Si ce monsieur m'avait dit qu'il allait là-bas, je ne savais pas le chemin qu'il ferait. Je lui aurais conseillé de ne pas y aller parce que je savais qu'en Espagne, c'était déjà un nid de frelons.
Au pire, il y avait la Gestapo, la Guardia civile qui ne se chargeait pas d'histoire, c'était deux cartouches dans la tête et on n'en parlait plus. Je me souviens d'une chose, j'étais bien jeune. Un jour, on a trouvé un cadavre d'homme en tas squelettique. Qui c'était ce bonhomme? Il a été enterré à la fosse à Bagnous, je le pense. Mais qui c'était? Bon, Lisa Fitko, le soir, quand je la rencontre, elle avait un point d'appui au Piche de Masse, à la Villhomme. Si quelqu'un connaît ça, c'est un monsieur qui le connaît. Elle n'est pas allée à son point d'appui. Elle a contourné Bagnous par l'ouest. Elle est passée par le chemin qui mène aux ateliers de la mairie. Et a passé par derrière le Maretch. Et elle a contourné complètement Bagnous. Pourquoi? C'est la question que je me pose. Et quand je l'ai rencontré le soir, il était blanche comme un cachet. Et on aurait dit qu'elle avait le feu aux fesses, excusez-moi. Tellement elle a trottiné. Tout ça. Bon, on a parlé de cette valise, fameuse valise. Elle a été retrouvée en France. Pendant les 30 glorieuses, ça remonte à quelques années. Hein? Il y a un monsieur qui est au courant. Je l'ai mis au courant dès que je l'ai su. En décembre dernier, j'ai eu la nouvelle. Non seulement cette valise, mais des valises, comme M. Rongier écrit dans son livre. Il écrit où est-ce qu'il est passé, la valise de M. Benjamin et des autres. Il n'y en avait pas une, il y en avait une tapée. Tout a disparu. Je le tiens d'un copain, et sous le serment que quoi qu'il m'arrive, je ne cracherai jamais. D'où on l'a trouvé, ni qui me l'a dit. C'est un secret pour moi et lui. Il y a un homme qui m'a dit ça. À la fin, il prend son portable, il me dit qu'il m'excuse, je dois m'en aller. Et il me dit avant de partir, je t'ai rien dit, hein, ce qu'il voulait dire. Quoi que tu le dises, moi, il peut dormir tranquille, je ne l'ai plus revu. Mais il peut dormir tranquille, que ce n'est pas moi qui cracherai le morceau. Alors, quand la mort de ce bonhomme, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'il transportait? Qu'est-ce qu'il avait pour disparaître comme ça? Je suis sûr qu'il n'est pas plus allé à Portbou qu'ailleurs. Il a calqué dans la montagne. Pour moi, c'est ma conviction. Je n'ai aucune certitude, mais c'est ma conviction. Qu'est-ce qu'il portait ce bonhomme? Pourquoi on l'a zigoulé? Il ne s'est pas suicidé. On l'a zigoulé ce bonhomme. On a parlé d'un certain gnome. C'était pas un gnome. C'était quelqu'un qui le suivait. Dans Carroche, je l'ai su par un jeune de mon âge, il n'y a pas longtemps, que dans une éboulis, il y a une petite grotte. Cette grotte, à la fin de la guerre d'Espagne, les dernières mobilisations, il y a un monsieur qui a refusé d'aller ni d'un côté ni de l'autre, il se cachait là dans cette grotte. Madame Picot a dit dans son livre qu'elle s'était trompée et qu'elle était montée tout à fait à la frontière. Et moi je l'ai trouvé tout à fait en bas. Pour un homme cardiaque comme soi-disant il était, si on m'avait dit qu'il était cardiaque, c'est moi qui ai décidé de faire ça. Vous pourriez avoir une dédicace de Bruno Tlakels, ses livres sont là-bas. Est-ce qu'il y a un témoignage, une question? Oui. On parlait d'histoire et de transmission. Là, ici, voilà. Présent, il y a M. Deo, et je sais que c'est un des rares qui a... D'accord. S'il veut s'approcher, ça sera avec plaisir. Venez. Voilà. Si M. Deo, il a connu Benjamin... J'ai connu Benjamin par l'intellectuel, le Fillard. Connaissez-vous Carroche? C'est sous Carroche que je l'ai rencontré. On s'est croisés tout simplement. Moi, je rentrais sur Bagnous, c'était 7 h du matin. Un jour de fin septembre, pendant les vendanges de Bagnous, on s'est croisés
d'un peu plus je tombe dessus tellement je courais. Je suis tombé sur un couple, un monsieur et une dame. La dame, je la connaissais depuis 1 an à Banyuls. Et je l'avais rencontrée et vue dans certains endroits de Banyuls. Et j'ai supposé, je me m'étais imaginé que cette femme faisait la passeuse. Alors là-bas, quand elle m'a rencontré, elle est restée de marbre. Elle ne se figurait jamais me trouver là-haut. C'est normal. Le monsieur s'est mis à 1 mètre loin, avec un sac à dos carré, sa veste dessus, il n'a pas pipé mot. La dame, elle est revenue 2 secondes après en me disant, bon, ce chemin, ça mène où? Je lui ai indiqué. Je lui ai dit, devant vous, il y a 4 dames qui rentrent sur l'ensemble. Alors, vous trouverez toujours des petits cailloux qui ont bougé, des toiles d'araignées qui goûtent, parce que dans le temps, il y en avait, actuellement, il n'y a plus rien. L'hélicoptère a tout tué il y a 10 ans. Bon, ils sont partis. C'était qui ce monsieur? Je n'en sais rien. C'était en 40. J'ai su qui c'était ce monsieur en 15, avec un livre de ce monsieur et le livre de Lisa Fitko. Lisa Fitko, c'est la passeuse qui est passée, ou supposée, ou tentée, parce qu'il y a un brouillard là-dedans énorme. Excusez-moi. On vous agresse. Non, pas du tout. Vous avez une araignée. Vous avez une araignée dessus. Oh, c'est pas drôle. Ça, c'est pas mal. Vous l'avez vu, hein? Il a fait le chemin cet après-midi. Vous avez une araignée. C'est pour ça que... Une araignée? Oui. Oh. Il y en a tellement d'araignées. Bon, c'est-à-dire, je lui ai indiqué, on s'est quitté. Eux sur l'Espagne, moi sur Banyuls. La journée est longue, à Cézanne, on a pas mal de choses à penser et à faire, surtout qu'à ce moment-là, c'était la vache maigre, on devait penser subsister et non le reste. Il n'y avait rien à manger, c'était en 40. Bon, le soir, mon père m'a expédié quelque part, me rendre compte de... Je suis allé. Et qui je rencontre de nouveau? Madame Lisa Fitko, à 7 heures du soir. Une question que je me suis toujours posée, qu'est-ce qu'elle a fait pendant un tour de réveil à Portbou? Dans son livre, elle a écrit qu'elle n'était pas rentrée à Portbou. Un peu plus loin qu'elle était rentrée à Portbou. Finalement, je viens de lire un livre, il y a 4 jours, qui donne ce que j'ai pensé toujours. Elle a été retenue par la Guardia civile jusqu'à ce qu'on ne donne pas l'heure. Mais cette dame, elle faisait comme moi, elle était taillée pour courir. Elle n'a pas passé 6 heures pour venir. Avec 2 heures, elle est revenue. Qu'est-ce qu'elle a fait? À Portbou, pendant 10 heures. Et comment la Guardia civile l'a laissé partir? Ça, personne n'en a parlé. Je viens de le lire dans un livre d'un certain Rongier. Ah oui, on l'a reçu à Perpignan il y a 15 jours. Oui, mais c'est... Que s'est-il passé? Je ne suis pas un spécialiste. Personne n'en a parlé. Elle-même ne donne aucun détail. Mais la question est une chose. Je suis persuadé, où j'ai rencontré ces gens-là, ces 2 hommes, ce couple. Si ce monsieur m'avait dit qu'il allait là-bas, je ne savais pas le chemin qu'il ferait. Je lui aurais conseillé de ne pas y aller parce que je savais qu'en Espagne, c'était déjà un nid de frelons. Ou pire, il y avait la Gestapo, la Guardia civile qui ne se chargeait pas d'histoire, c'était 2 cartouches dans la tête et on n'en parlait plus. Je me souviens d'une chose, j'étais bien jeune. Un jour, on a trouvé un cadavre d'homme en tas squelettique. Qui c'était ce bonhomme? Il a été enterré à la fosse à Banyuls, je le pense. Mais qui c'était? Bon, Lisa Fitko, le soir, quand je la rencontre, elle avait un point d'appui au Piche de Masse, à la Villhomme.
si quelqu'un connaît ça, c'est un monsieur qui le connaît. Elle n'est pas allée à son point d'appui. Elle a contourné Banyuls par l'ouest. Elle est passée par le chemin qui mène aux ateliers de la mairie. Elle a passé par derrière le Marais. Et elle a contourné complètement Banyuls. Pourquoi? C'est la question que je me pose. Et quand je l'ai rencontré le soir, il était blanche comme un cachet. Et on aurait dit qu'elle avait le feu aux fesses. Excusez-moi. Tellement elle a trottiné. Tout ça. Bon, on a parlé de cette valise, fameuse valise. Elle a été retrouvée en France. Pendant les 30 glorieuses, ça remonte à quelques années. Hein? Il y a un monsieur qui est au courant. Je l'ai mis au courant dès que je l'ai su. En décembre dernier, j'ai eu la nouvelle. Non seulement cette valise, mais des valises, comme M. Rongier écrit dans son livre. Il écrit où est-ce qu'il est passé, la valise de M. Benjamin et des autres. Il n'y en avait pas une, il y en avait une tapée. Tout a disparu. Je le tiens d'un copain, et sous le serment que quoi qu'il m'arrive, je ne cracherai jamais. D'où on l'a trouvé, ni qui me l'a dit. C'est un secret pour moi et lui. Il y a un homme qui m'a dit ça. À la fin, il prend son portable, il me dit, tu m'excuses, je dois m'en aller. Et il me dit avant de partir, je t'ai rien dit, hein, ce qu'il voulait dire, quoi que tu le dises, moi, il peut dormir tranquille, je l'ai plus revu. Et il peut dormir tranquille, que c'est pas moi qui cracherai le morceau. Alors, quand la mort de ce bonhomme, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'il transportait? Qu'est-ce qu'il avait pour disparaître comme ça? Je suis sûr qu'il n'est pas plus allé à Portbou qu'ailleurs. Il a calqué dans la montagne. Pour moi, c'est ma conviction. Je n'ai aucune certitude, mais c'est ma conviction. Qu'est-ce qu'il portait ce bonhomme? Pourquoi on l'a zioulé? Il ne s'est pas suicidé. On l'a zioulé ce bonhomme. On a parlé d'un certain gnome. C'était pas un gnome. C'était quelqu'un qui le suivait. Dans Caroche, je l'ai su par un jeune de mon âge, il n'y a pas longtemps, que dans une ébouille, il y a une petite grotte. Cette grotte, à la fin de la guerre d'Espagne, les dernières mobilisations, il y a un monsieur qui a refusé d'aller ni d'un côté ni de l'autre, il se cachait là dans cette grotte. Madame Picot a dit dans son livre qu'elle s'était trompée et qu'elle était montée tout à fait à la frontière. Et moi je l'ai trouvé tout à fait en bas. Pour un homme cardiaque comme soi-disant il était, si on m'avait dit qu'il était cardiaque, je serais mort qu'il faut tomber sur le fer.